Et 1, et 2, et 3 titres mondiaux pour Monsieur Remco. Titres mondiaux contre le chrono. La rime est belle, la performance est très belle. Les performances d'ailleurs sont très belles car Ilan Van Wilder a décroché la médaille de bronze dans ce contre-la-montre élite à Kigali. Heureux de vous retrouver dans ce numéro spécial dont connaît nos classiques, numéro spécial championnat du monde. Heureux de vous retrouver, heureux de retrouver à mes côtés mes acolytes Gérard Bullens, Kevin Papen, Cameron Vandenbroek. Je vous salue bien bas. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, j'ai envie de commencer cette émission à la David Oudrey. On le salue David, notre collègue. En un seul mot, cette perf d'Evenepoel au Rwanda, c'était, 3 petits points, Gérard Bullens. Logique. Ah, simple, court, efficace. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Kevin? Époustouflant. Bon, on est déjà un peu plus dans le, dans le moins classique. Cameron? Parfait. Ouais, parfait. Pas mal. C'est beau, c'est propre, parfait. Et moi, j'ai envie d'employer le mot qu'a employé d'ailleurs David Oudrey hier. Deuxième hommage, deuxième clin d'œil en direct en radio. Saisissant. Et effectivement, c'était assez saisissant. Et ce qui était surtout saisissant, et on en reparlera évidemment, c'est cette image de Remco Evenepoel qui dépasse Tadej Pogačar dans la dernière côte pavée du jour. Alors, on ne passera pas sous silence l'extra sportif, l'impact de ces premiers mondiaux en Afrique et surtout le choix décrié du Rwanda, considéré par de nombreuses organisations internationales comme une dictature, employons le mot, un régime totalitaire. On y reviendra, mais d'abord, l'aspect sportif donc, et cette journée inaugurale rythmée par 2 compétitions, par 2 contre-la-montre. Avant le contre-la-montre messieurs, on assistait au contre-la-montre dames, remporté par la Suissesse Marlène Rösser devant les 2 Néerlandaises Anna van der Breggen et Demi Vollering. Objectif enfin atteint pour Rösser après 2 médailles d'argent. C'était en 2020 et en 2021. C'est un sacre, Cameron, amplement mérité à 34 ans. Bah oui, pour moi, c'est une spécialiste de l'effort solitaire. Donc, comme on voit Remco, spécialiste du chrono, pour moi, c'est une coureuse qui est spécialiste elle aussi. Et comme vous dites, c'est amplement mérité après 2 médailles. Remettre l'ouvrage sur le métier, c'est un peu ça. Le maillot enfin, tout vient à point qui sait attendre. Elle a été le chercher devant les 2 Néerlandaises. Oui, il fallait y aller et la détermination a souri pour la Suissesse Rösser qui va chercher une victoire de prestige là-bas à Kigali. Et à l'instar de Remco, Gérard, elle a mis les formes, une belle différence sur ses 2 concurrentes les plus proches. Oui, je pense effectivement, mais je ne sais pas ce qui se passe parce que depuis le championnat de Belgique, moi qui n'ai jamais rien réussi au pronostic, j'avais pronostiqué Tim Wellens, j'avais pronostiqué hier forcément Remco Evenepoel et Rösser, et je fais un 3 sur 3. Je m'arrête là dès à présent. Jamais 203, c'est dommage, parce qu'il y a 2 pronos à la fin de... Oui, mais je vais les faire, mais ça sera plus fantaisiste. Allez, un peu le côté joueur de Gérard qui va ressortir. Ce qui est particulier, c'est que Rösser n'avait plus roulé en compétition depuis son abandon. Sur la première étape du Tour de France, elle était tombée. Plus aucune compétition. Remco Evenepoel aussi a abandonné le Tour, mais il a roulé le Tour de Grande-Bretagne pour retrouver le rythme. Comment on fait, Gérard, pour être aussi performant au féminin, sans avoir roulé pendant plus de 2 mois? Mais je pense qu'on a affaire à 2 spécialistes qui ont cette fraîcheur que certains n'ont plus. On en discutera tout à l'heure sans doute, mais que dans cette préparation, la position sur le vélo, pour Remco comme pour Rösser, on touche à la perfection, comme Cameron l'a dit, et je pense que c'est très très important d'arriver au championnat du monde avec une certaine fraîcheur et pas la tête lourde, les épaules lourdes dans un climat qui est quand même très très difficile à supporter au niveau de la chaleur, au niveau des étouffements, etc. Et les 2 ont eu cette caractéristique de se concentrer sur le sujet, là où d'autres ont été se promener évidemment au Canada, ont subi une différence d'horaire, etc. Et je pense que le vrai succès dans un contre-la-montre d'un jour, c'est
arrivé avec de la fraîcheur. Point commun donc entre Marlène Rosser et Remco Evenepoel. On ne va pas épiloguer sur les absents, sur les absentes à Kigali, parce qu'il y en a un paquet pour des raisons très différentes, d'ailleurs, chez les messieurs, chez les dames. Mais on ne peut pas ne pas citer le nom de Lotte Kopecky, parce qu'un championnat du monde, Cameron, sans Lotte Kopecky, ça fait quand même un peu bizarre. Oui, pour la Belgique, c'est un grand manque. Après, Lotte n'a pas eu la saison qu'on espérait, qu'elle espérait, pour de multiples raisons. Donc on espère que là, elle va bien se reposer physiquement et mentalement, je pense, et qu'elle reviendra, qu'on reverra la Lotte qu'on connaît, en tout cas, la saison prochaine. Elle a d'ailleurs profité de ces championnats du monde, c'est le hasard des dates. Profiter n'est pas le bon terme, pour annoncer, c'était hier, qu'elle mettait un terme définitif à sa saison. Oui, effectivement, et comme le dit Cameron, il y a à la fois un besoin de repos physiquement, mais aussi une fraîcheur mentale à récupérer. Les saisons sont longues, éprouvantes, elle est double tenante du titre. Elle décide de zapper ces mondiaux aussi qui lui conviennent sans doute, peut-être pas, évidemment, vu la difficulté du parcours. Mais il y a l'enchaînement des courses, cette dernière chute ici en Ardèche, avec une fracture au niveau des vertèbres. Elle avait songé, je pense, un instant encore participer à un mondial sur piste. Et puis, je pense que la raison a pris le dessus sur la passion, même si elle avait encore envie de rouler, mais ne pas vouloir se précipiter pour revenir et lever le pied pour bien préparer la saison prochaine. Gérard, on évoque le chrono des messieurs dans quelques secondes, mais encore une question sur Lotte Kopecky. Elle a eu 2 années très riches en performances. Est-ce que la perte, entre guillemets, de ce maillot de championne du monde va lui faire du bien, quelque part? Est-ce que rouler sans le poids et la pression de ce maillot-là, ça pourrait l'aider à retrouver un peu de fraîcheur mentale, surtout en 2026? On l'espère pour elle, effectivement, mais c'est la caractéristique de beaucoup de coureurs aujourd'hui. Si on retourne 20 ans en arrière, on n'avait pas la même pression. En général, quand on portait un maillot de champion du monde, on pouvait faire un peu la fête et certains passaient à côté de leur saison. Ça n'a pas été le cas des derniers champions du monde qui ont été, je vais dire, à la taille du mérite qu'ils ont de porter ce maillot, mais la pression est énorme. Et au-delà de la pression que vous avez quand vous arrivé au départ d'une course grand public, il y a la pression des réseaux sociaux qui jouent un rôle très très important sur le mental, évidemment, et je pense que les nouvelles méthodes de préparation, les nombreux stages, etc., font en sorte que la fatigue mentale est beaucoup plus importante que par le passé, avec les résultats qu'on a connus. Un Pogačar qui termine le Tour de France exténué, mais pas seulement physiquement, aussi mentalement. Lotte Kopecky aujourd'hui qui décide de faire une croix aussi sur la piste, où elle peut ambitionner effectivement aussi des maillots de championne du monde. Je pense qu'il y a l'aspect physique, bien sûr, mais au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect mental qui complique beaucoup la vie des coureurs aujourd'hui, qui, aussi bien chez les garçons que chez les filles, sont devenus de véritables robots. Allez, on en voit beaucoup d'ondes positives. Comme j'en avais déjà parlé, ce maillot amène beaucoup de sollicitations et je l'ai remarqué parce que je l'avais croisé l'hiver passé et en fin de saison, on voyait qu'elle avait hâte de partir en stage pour être loin de toute cette sollicitation des médias et de recommencer la vraie vie d'athlète. Et comme on dit souvent dans la famille, les courses se gagnent l'hiver. Pour moi, ça a joué quand même un grand rôle dans sa saison ici. Déjà avant la saison, mentalement, elle était déjà exténuée par toutes ces sollicitations. Et oui, donc quand on porte le maillot, c'est ce qui suit. Et donc, pour moi, ça a joué quand même un grand rôle dans sa saison. C'est tout le paradoxe d'avoir envie de porter ce maillot durant sa carrière et une fois qu'on l'a, de se dire c'est un peu lourd à porter. C'est ça aussi le charme et le paradoxe de ce maillot de champion du monde et des maillots distinctifs en général. C'est parfois un cadeau empoisonné. Voilà. Certains ont parlé même de malédiction du maillot arc-en-ciel. Même si Gérard insistait, ces dernières années,
ils ont assumé, les champions du monde. Je vous écoute, oui, bien sûr, je remarque que vous n'avez aucune difficulté avec ça, et c'est une bonne chose. Voilà, pour celles et ceux qui nous suivent en podcast, en radio, effectivement, on a enfilé aujourd'hui les couleurs de l'arc-en-ciel pour rendre hommage à ce beau maillot de champion du monde dans ce podcast vidéocast. On connaît nos classiques. Alors, on est égal, on a commencé par les dames. Le chrono masculin maintenant, gagné haut la main par Remco Evenepoel devant l'Australien Jay Vine et un autre Belge, Ilan van Wilder. La grosse surprise du jour, il prend la médaille de bronze pour une petite seconde devant Tadej Pogačar en personne. Remco Evenepoel intouchable, 45 secondes d'avance sur le deuxième au premier pointage intermédiaire, 1,17 au deuxième pointage, 1,24 au troisième pointage. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas qui veut répondre, mais c'est ce qu'on appelle gagner en surclassement. Oui, tout à fait. C'est un ton au-dessus de tout le monde, vraiment dans son monde. Remco Evenepoel, vous dites 45 secondes au premier pointage, c'est 45 secondes sur 10 km. Alors oui, ce premier tronçon, il devait sur papier convenir un petit peu mieux à Remco. C'est une partie un peu plus plate de ce tracé du mondial à Kigali. Mais sur 10 km, mettre déjà 45 secondes à Pogačar, on s'est dit hier avec Axel Merckx qui commentait avec moi en télé, mais c'est déjà fini, il écrase déjà le chrono à ce moment-là. Et Axel disait, bah oui, il ne va pas remonter 45 secondes sur Remco sur les 30 km qui restent, c'est déjà fait, c'est fou, et ça n'a fait qu'augmenter sur la suite du parcours. Ce qui m'a bluffé, c'est cette différence déjà par rapport aux autres coureurs du World Tour, la différence par rapport à Pogačar déjà, qui est évidemment un immense champion. Alors, a-t-il levé un peu le pied? Était-il vraiment éprouvé? C'est toute la question. On ne sait pas si véritablement après cette première claque, parce que c'est une claque, c'est une gifle qui prend après 10 km en prenant déjà 45 secondes, est-ce qu'il n'a pas levé le pied? Alors oui, il y avait l'orgueil sans doute de vouloir aller jusqu'au bout, ne pas se faire dépasser, mais il y a cette image que tout le monde retient, et se faire dépasser par Remco dans les 2 derniers kilomètres sur cette côte en pavé, ça marque inévitablement les esprits. J'ai tout lu dans les gazettes pour débriefer cette compétition et ce moment précis où Remco Evenepoel dépasse Tadej Pogačar. Vous connaissez, on le dit souvent, Gérard, l'entourage de Tadej Pogačar au sein du team UAE. J'ai lu un mot qui fait mal, c'est le mot humiliation. Est-ce que c'est une humiliation pour Tadej Pogačar? Pour moi, non. Ça reste anecdotique, en fait, dans la réalité. Il faut savoir que Pogačar est allé au championnat du monde et qu'on a fait de cela un véritable duel. Il est allé au championnat du monde de contre-la-montre avec certainement pas l'idée d'être rejoint et dépassé par Remco, mais surtout dans une phase d'acclimatation, dans la mesure où clairement il y a eu une hésitation sur son inscription, et cette inscription au championnat du monde est arrivée relativement tard. Elle est arrivée quand on s'est rendu compte que effectivement la semaine avant le Canada, il avait été malade, et on s'en est rendu compte à Québec. Les 2 démarrages qu'il a eu à Québec n'ont mis personne en difficulté. On a vu même Girmay, un vrai sprinter, pouvoir revenir dans l'ascension. Et donc, l'idée qui a été mise sur pied par une bonne quantité de journalistes d'en faire un duel, moi, je n'y ai jamais cru. Si c'était financier, j'aurais parié une grosse somme sur Remco, parce que justement Remco vient d'une saison qui a été difficile pour lui à cause d'un accident en début de saison, d'un certain nombre de petits problèmes qui sont apparus par la suite, quand on ne commence pas la saison et qu'on n'a pas, comme Cameron l'a dit, un hiver où on peut préparer sa saison normalement. Mais ici, dans le fait que pour moi, il atteint la perfection dans le contre-la-montre, Remco est quasiment imbattable sur n'importe quel parcours dans un contre-la-montre d'un jour. Dans un tour, c'est une autre chanson, parce qu'on aborde cela de toute façon d'une manière différente, pas avec le même recul, pas avec la même préparation, pas avec les mêmes réserves aussi. Alors au-delà de ça, oui, on peut considérer peut-être que c'est une humiliation, mais je pense que ça n'a pas empêché Tadej de dormir. Et même si Tadej manque son championnat de dimanche prochain, ça restera de toute façon le meilleur coureur de la saison. Un peu à l'ancienne, je vais dire, comme l'ont été Eddy Merckx, qui a gagné les mêmes années des grands tours
et ce qu'on appelait des classiques à cette époque-là, des monuments aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a un phénomène d'acclimatation qui a été important en fonction du fait qu'on a un Tadej Pogačar qui est en fin de saison. Il ne faut pas oublier que sa saison a commencé au Strade Bianche, avec une chute d'ailleurs, qu'il a chuté au Tour, ce qui n'est pas dans ses habitudes, mais plus on prend de risques, plus on risque de prendre aussi un billet de parterre. Et selon moi, ça sera une autre course dimanche, mais même si l'homme fatigué n'y arrive pas, là, ça sera une vraie déception, je pense, et il restera le meilleur coureur mondial de la saison. On avait vu un Pogačar quand même assez fatigué mentalement après le Tour de France. Donc, il a dû certainement décompresser. On ne sait pas trop comment il s'est préparé, contrairement à Remco. Donc, lui, c'était un peu l'inverse. Donc, ça a joué aussi, à mon avis. Et si je peux revenir, moi... Allez-y, Cameron, vous êtes ici chez vous. Donc, en début d'émission, j'ai choisi le mot parfait parce que c'est vraiment comme ça que je décris la prestation de Remco. Quand on le voit sur un vélo, il est parfait. Et il travaille vraiment il essaye vraiment de se perfectionner. Et de tous les participants, c'est sans doute celui qui bosse le plus, même s'il y a des spécialistes comme Küng par exemple, mais qui bosse le plus le chrono. Oui, et il va 2 fois par an, je pense, en soufflerie, vraiment pour améliorer à chaque fois dans les moindres détails. Donc de la tête aux pieds, quand on voit son casque, il a un casque encore différent. Quand on voit son équipement, il est parfait. Et moi, un petit détail qui m'a marqué hier, durant le chrono, c'est Pogačar, donc ils mettent des manches aéro. On a vu la même chose. Ils ne sont pas découpés, mais je pense qu'ils dépassaient de son maillot. Donc ce sont des manches aéro, donc pour rendre l'équipement encore plus aéro. Mais ça, pour moi, c'est pas professionnel. Ça prenait le vent. Oui, voilà. Et quand on est Pogačar et qu'on vient là vraiment pour gagner, je pense qu'on fait plus attention à ces détails-là. Et tandis que Remco, lui, c'est donc de la tête aux pieds, comme je disais, dans la perfection, aller en soufflerie, vraiment travailler ça. Et en plus de ça, il est surdoué pour un effort solitaire comme ça, c'est le meilleur. Et dans les détails, c'est le meilleur aussi, contrairement là à Pogačar. Pogačar qui a quand même un peu râlé à l'arrivée, à juste titre. Hein. Une petite seconde de la médaille de bronze. Si j'avais su, j'aurais roulé un peu différemment dans le final. S'il avait les jambes, évidemment. Cette petite seconde, ça m'a marqué après course. Je me souviens de l'arrivée d'Ilan Van Wilder. Et il va jusqu'au bout et il jette son vélo sur la ligne. Je me dis, s'il jette pas, s'il n'a pas ce coup de rein, peut-être qu'il n'a pas cette petite seconde et qu'il n'a pas sa médaille de bronze. Mais jusqu'au bout, on voit à quel point il était appliqué, concentré, motivé. Il avait parlé avant ces mondiaux, peut-être, oui, dans un coin de la tête, d'aller chercher le top 10. Il a commencé à croire au top 5 en étant assis dans ce fauteuil, en attendant justement l'arrivée des autres coureurs. Et puis voilà, il a le podium. C'est pas un coureur qui gagne souvent et beaucoup, Ilan Van Wilder. Et donc là, aller chercher cette médaille de bronze dans ce grand rendez-vous mondial, en plus... devant Pogačar pour une petite seconde, oui, c'est vraiment il a parlé prestigieux pour lui. À l'interview de succès, Ilan Van Wilder, il a dit c'est le plus beau succès de ma carrière. Il n'a pas gagné, hein, mais il dit c'est le plus beau succès de ma carrière. C'est un parfum de victoire pour lui, c'est clair. Oui. Mais dans la réalité, il ne gagne pas beaucoup parce qu'il a offert le début de sa carrière à Remco Evenepoel en tant qu'équipier. Et donc je me dis maintenant, si ceci peut être un déclic, je pense que chez Soudal Quick-Step, l'année prochaine, ils ont une équipe pour les classiques avec les transferts qu'ils ont fait, Stuyven par exemple, mais ils ont aussi une équipe qui va se défendre dans les grands tours avec Van Wilder, avec Vervaeke, avec Landa, avec William Junior Le Serre, pour ne citer que ceux-là, Paré-Peintre, effectivement. Ils ne sont pas ridicules du tout au départ d'un grand tour. Je parle de Paré-Peintre. Est-ce que ce n'est pas finalement sur les rampes du Mont Ventoux, pendant le Tour de France, quelques jours après l'abandon de Remco Evenepoel, que Van Wilder a peut-être eu ce fameux déclic que vous évoquez, quand il revient pour aider Paré-Peintre dans le dernier kilomètre? Peut-être. En tout cas, j'ai moi apprécié son discours, effectivement, parce que je pense que quand on a sacrifié son début de saison pour être derrière un leader, que le leader malheureusement ne marche pas, quitte le Tour parfois d'une façon un peu surprenante pour les coureurs, pour les équipiers, je veux dire. Je pense qu'il y a eu un déclic là, qu'ils ont voulu montrer qu'ils avaient des qualités, qu'ils existaient. Et je pense que Van Wilder a certainement pour le futur dans les jambes un top 7 dans un grand tour.
Et Van Wilder est un coureur qui réagit très bien en altitude. Ouais. Les tests d'équipe l'ont prouvé. Et il sera bien dimanche aussi, hein, la course en ligne. Oui, voilà. Et on l'a vu aussi avec l'étape du Mont Ventoux pendant le Tour de France. Et maintenant, pour revenir aussi au départ de Remco, à voir maintenant si Van Wilder a l'étoffe d'un leader ou pas. C'est un peu la saison prochaine qui va nous montrer si, oui ou non, il supporte la pression ou si c'est quelqu'un un bon coureur qui est là pour aider un leader ou s'il a l'étoffe pour l'être lui-même, à voir. Mais en tout cas, physiquement, je pense qu'il a l'étoffe. Après, il faut gérer tout ce qui est à côté quand on est leader. On a parlé de la contre-performance de Pogačar, de la super performance de Remco Evenepoel, qui donc devient l'un des 3 coureurs ayant gagné 3 fois les championnats du monde contre la montre consécutivement, comme Michael Rogers et comme Tony Martin. Et le speaker rwandais parlait hier de Mister Hat-Trick. Petite référence et petit clin d'œil évidemment pour l'ancien footballeur. Et à l'interview, il pensait déjà à l'an prochain. Parce que Remco, c'est ça, hein, Kevin, il veut marquer l'histoire. Et s'il devient au Canada dans un an champion du monde du contre-la-montre, il sera le seul à avoir réalisé la passe de 4 consécutifs. Ah oui, il veut marquer l'histoire de son sport, cocher toutes les cases. Il est déjà double champion olympique. Il a déjà 3 titres maintenant contre la montre, 3 titres consécutifs. Et s'il va en chercher un 4e consécutif l'année prochaine, il va tout simplement égaler le record de succès dans ce mondial contre la montre. Donc 4 succès, comme Fabian Cancellara, comme Tony Martin. Il est encore relativement jeune, donc il est peut-être lancé pour une plus longue série encore. On ne sait pas où il va s'arrêter dans cet exercice. C'est du sur-mesure, c'est millimétré avec lui. Donc il a cette capacité à être super aéro et de développer une grande puissance malgré son petit gabarit. Donc il est très très impressionnant. Gérard le disait, c'est logique parce qu'il reste un ton au-dessus de tout le monde. La question, c'est de savoir combien de temps il va encore pouvoir faire ses efforts mentalement pour aller chercher encore des succès le plus longtemps possible, de cette façon-là en tout cas. Alors dans quelques instants, on sera avec Jérôme Elgers depuis Kigali, depuis le Rwanda, pour évidemment sentir l'ambiance là-bas. Mais j'ai encore une question concernant Remco Evenepoel et finalement, et c'est un mot qui est à la mode, cette résilience dont il a fait preuve après le Tour de France. Parce que quand il a abandonné le Tour, on était un peu inquiets sur la suite de sa saison. Certains étaient inquiets sur la suite de sa carrière. Et finalement, il a su se reconcentrer, se repréparer et arriver à un niveau assez incroyable, puisqu'il a déclaré lui-même qu'il avait à Kigali le meilleur niveau qu'il n'a pas encore connu en 2025. Moi, je ne trouve pas ça surprenant, connaissant son caractère et sa force. Vous n'étiez pas inquiet lors de son abandon au Tour ? Mais non. Non, il a eu un mauvais début de saison à cause de ce fameux accident à Oettingen, je pense. Et de ce fait, il a dû remettre le travail régulièrement sur l'ouvrage avec un manque de préparation, un manque de fond, et on sait que c'est compliqué. Et donc, on sait que pour lui aussi, je pense que l'abandon au Tour a été mentalement une véritable catastrophe parce qu'il était là pour faire un top 3 comme l'année précédente. Certains dans son entourage imaginent même beaucoup mieux qu'un top 3 et je pense que dans le cadre d'un sportif et des gens qui encadrent un sportif, il faut agir comme ça, mais cette pression-là et la dépression que l'on subit au moment où on met le pied à terre et on disparaît du Tour, c'est quelque chose qu'il faut vaincre, mais pour avoir côtoyé un tout petit peu Remco pendant une certaine période, je sais qu'il a un très très gros caractère et que là, l'entourage... Si j'ai dit récemment que l'entourage au niveau de la communication avait des corrections à apporter, au niveau d'être proche de Remco, je pense qu'ils sont parfaits et qu'ils l'entourent parfaitement, qu'ils le rassurent, qu'ils lui apportent le calme dont il a besoin dans les moments difficiles. Et donc voilà, avec ce caractère-là, on revient. C'est un caractère de champion. Les grands champions reviennent généralement plus forts encore après un échec. Et le fait d'avoir signé et d'avoir officialisé son départ chez Red Bull, ça a pu aussi l'aider à retrouver une certaine sérénité ? Oui, je pense, parce que ça faisait quand même déjà pas mal de temps qu'on entendait des rumeurs et ça le pesait aussi. Il disait souvent, maintenant, il faut arrêter de poser tout le temps cette question. Et donc, oui, je pense que ça trottait un peu dans sa tête. Et maintenant que c'est libéré, il pouvait penser à autre chose. Il a eu la préparation là ici parfaite, je pense, pour ces mondiaux, tranquillement.
avec son entourage chez lui en altitude et ouais, comme vous le dites, il était très serein en conférence de presse et il a dit lui-même qu'il avait son meilleur niveau en tout cas de cette saison. Ouais, dans sa bulle pour être à 100% vraiment pour ce rendez-vous. Ce qui m'impressionne aussi, c'est que j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, Remco, il n'a jamais vraiment eu une saison tranquille, sans soucis, sans chute, sans pépin. Et malgré ça, il est en train de se constituer un palmarès exceptionnel. C'était une saison qu'il a commencé ici, rien que pour 2025, assez tardivement à la Flèche Brabantson. Il a scoré tout de suite. Même si sa saison a été plus courte, il compte déjà 7 succès dans cette année 2025. Malgré les soucis, malgré les pépins, il continue d'enchaîner les victoires. Et il n'a pas terminé, on lui souhaite en tout cas de ne pas avoir terminé, puisqu'après les championnats du monde, il sera aussi au championnat d'Europe et il disputera enfin le Tour de Lombardie pour clôturer sa saison. Une dernière chose, pour l'anecdote, mais c'est une vraie question aussi, on a constaté au classement de ce contre-la-montre élite, messieurs, d'énormes différences entre les premiers et les derniers. Le dernier, le Soudanais du Sud, Yael Edward, a mis, je n'invente rien, 43 minutes 18. 43 minutes 18 de plus qu'Evenepoel sur les 40 km. C'est quasi le double. 50 km/h de moyenne pour Remco Evenepoel, 26 km/h de moyenne pour le Soudanais du Sud. Et hier, dans le direct télé, à vos côtés, Kevin, votre consultant Axel Merckx ne semblait pas convaincu par la présence de ces coureurs dans un championnat du monde où l'on doit retrouver les meilleurs du monde. Est-ce que ça fait partie du charme du mondial ou est-ce que quelque part ça décrédibilise un peu un mondial ? Alors j'ai envie de dire oui et non. C'est bien d'ouvrir la porte, de permettre cette ouverture et à ces pays qui n'ont pas forcément l'occasion de se mesurer au top mondial, d'avoir l'opportunité une fois de participer à un championnat du monde. Mais on a eu vraiment le sentiment hier qu'il y avait un univers de différence. Il y avait plusieurs catégories. Certains coureurs n'avaient pas les mêmes vélos, le même équipement. Et donc oui, de tels écarts, c'est presque le double effectivement que le temps de Remco pour le dernier. Gérard Bullen s'était classé. Non mais Remco... 26 km/h. Oui, hein. Et Remco a terminé à près de 49 km/h de moyenne. Ce qu'il y a avec Remco, c'est qu'il fait des différences déjà énormes par rapport aux autres coureurs pros. On prend le cas de Stefan Kung. Ouais. Stefan Kung, top 10, il est à près de 4 minutes. C'est un spécialiste du chrono. Alors oui, ce parcours était difficile. Il y a l'altitude, il y a le dénivelé, mais près de 4 minutes sur Stefan Kung, ça en dit long. Alors évidemment, sur tous ces autres coureurs qui viennent de pays un petit peu plus exotiques, qui n'ont pas le même niveau qu'ici en Europe, oui, il faut peut-être revoir un petit peu l'ouverture ou faire, je ne sais pas, une sorte de classement qui permette à certains coureurs d'un certain niveau d'accéder au championnat d'Europe, championnat du monde et autres. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux 4 mots qui résumaient bien finalement ce qu'on vit à Kigali. Un championnat, 2 mondes. Un championnat, point, 2 mondes, point. C'est un peu ça, c'est un championnat et 2 mondes différents, Gérard. Si on part du principe que l'importance, c'est de participer, mais pas de gagner, pourquoi pas. Mais je plaide depuis quand même quelques années déjà, puisque je milite ici à la RTBF et que j'ai fait pas mal de ces championnats du monde contre la montre, pour dire faisons 2 catégories. Faisons une catégorie où on accepte des coureurs professionnels qui viennent de pays où le cyclisme est développé et est commercialisé. Et faisons une deuxième catégorie pour des garçons comme lui, qui n'est évidemment pas professionnel, qui n'a pas les moyens qui sont mis à disposition, et rendons-leur le mérite d'être aussi coureurs, de vouloir y arriver, et permettons-leur de cette manière-là de progresser. Parce que nous, on comprend très très bien, moi je ne vais jamais rire de ce garçon, mais évidemment, il y a derrière les réseaux sociaux, avec des pseudos, des gens qui s'en sont donnés à cœur joie, mais qui sans doute en montant sur le vélo n'auraient pas fait mieux. Et donc là, je me pose la question. Ça me rappelle une image aux Jeux Olympiques il y a quelques années d'un nageur aussi qui avait fait rire à l'époque, mais qui avait aussi attiré le respect de la planète entière. Alors on parle de l'Afrique, des coureurs africains. On va prendre la direction de l'Afrique et rejoindre notre envoyé spécial là-bas avec Bastien Delbar, notre journaliste Jérôme Elgers. Bonjour Jérôme. Murao Amakuru. Alors, je l'avais noté et j'allais vous accueillir. et puis, je me suis dit, va le faire. Donc, vous l'avez fait, c'est bien. Dans le langage local. Jérôme, comment vous avez vécu hier cette démonstration de Remco Evenepoel sur place ?
On était tous un peu abasourdis dans la zone presse où il y a tous les autres médias, toutes les autres télés internationales. Franchement, quand on a vu ce premier intermédiaire et l'écart, moi j'ai même dit à mon collègue Bastien, on va voir au deuxième si c'est bien le bon écart, parce qu'on sait que parfois sur les chronos, il y a parfois des petits soucis au niveau des écarts et de l'infographie. Donc oui, on a quand même été tous un peu abasourdis par la performance de Remco, et puis abasourdis aussi par la performance d'Ilan Van Wilder, parce que je vous écoutais, vous en avez parlé, et je pense qu'il faut en parler aussi, parce que malheureusement pour lui, sa performance est peut-être un peu occultée par celle d'Evenepoel, mais ce qu'il a sorti hier est assez énorme aussi. Donc franchement, dans la délégation belge, tout le monde faisait des grands yeux. Il y avait un effet surprise malgré tout qui était vraiment sympa à voir et à vivre. Alors vous êtes là depuis mercredi, vous êtes arrivé en même temps que la délégation belge. Quel est le climat sur place? Je ne parle pas de la température, même s'il fait un peu chaud et fort humide, mais le climat, l'ambiance, l'adaptation, sans doute que l'on est un peu dépaysé quand on débarque évidemment dans un pays d'Afrique centrale, quand on n'y a jamais vraiment été. Oui, c'est mon cas, parce que je n'étais jamais venu, donc forcément c'est clair qu'il y a un dépaysement. En fait, il y a énormément de choses à dire, mais je vais vous résumer ça en 4 points. D'abord, l'état des routes, vous l'avez vu, les routes empruntées par le parcours, elles sont impeccables, elles seront franchement meilleures qu'en Belgique, il faut le dire aussi. En 2, la population, les Rwandais sont vraiment heureux de nous voir arriver, ils nous accueillent, ils nous parlent, et on voit vraiment qu'ils ont envie de montrer leur pays. Et puis, il y a un côté face, malgré tout, c'est tout l'aspect sécurité, parce qu'il y a des gardes de sécurité partout, il y a la police partout, il y a l'armée partout. D'ailleurs, parfois, c'est difficile de distinguer qui est qui fait quoi. Les véhicules sont fouillés systématiquement, même quand vous allez au supermarché. Vous devez toujours passer par des détecteurs de métaux, des portiques, comme dans les aéroports. D'ailleurs, c'était assez drôle à l'hôtel des Belges hier, lorsque Van Wilder et Remco sont revenus avec leurs médailles autour du cou. Dans un premier temps, le garde de sécurité leur a demandé de les enlever et de les passer dans le tapis roulant. Et puis Van Wilder a dit non, quand même pas, on va pas faire ça. Et puis il a dit ok, ça va, vous pouvez passer. Mais donc il y a un aspect sécurité très fort, et on n'aime pas trop malgré tout la caméra. C'est ça que je trouve assez étrange, parce que le Rwanda a voulu faire venir les championnats du monde pour exposer le pays, mais très souvent encore on nous interdit de sortir la caméra et de filmer, ne fût-ce qu'un monument, un monument où on voit des images partout sur internet, etc. Mais non, on ne peut pas sortir les caméras facilement. Et puis la dernière chose pour résumer tout ça, c'est la patience. En fait, il faut de la patience. Parfois, avec un peu de patience, on arrive à avoir ce que l'on veut. Parfois, ça ne marche pas, et voilà, il faut pouvoir l'accepter. Alors, on ne va pas refaire l'histoire du Rwanda et des dernières années assez chaotiques dans ce petit pays, mais quelques infos quand même, parce qu'on est là aussi pour planter le décor et pour ne pas balayer d'un revers de la main les événements rwandais. Le Rwanda, c'est une petite république, en superficie, c'est plus petit que la Belgique, mais c'est un pays qui compte 2 millions d'habitants plus que la Belgique, quand on imagine la densité de population là-bas. Le Rwanda a connu en 1994 le fameux génocide dont on a beaucoup parlé à l'époque, le génocide des Tutsis, 800 000 morts en une centaine de jours. Et puis aujourd'hui, le Rwanda s'est reconstruit, continue de se reconstruire, et Kigali d'ailleurs, l'une des villes les plus modernes d'Afrique, avec à sa tête un président tout-puissant, Paul Kagame, fan de vélo, certes, et ce n'est pas pour rien que les championnats du monde se déroulent au Rwanda, mais surtout réticent à toute opposition. Le régime en place est un régime qualifié par les organismes internationaux de régime totalitaire et même de dictature, et c'est une dictature qui ne se gêne pas pour piller les précieux minerais de son grand voisin, le Congo, contraint d'accepter sur tout son flanc est, la région qu'on appelle le Kivu, des troupes rwandaises plutôt complaisantes vis-à-vis des rebelles congolais du M23. Je ne vous fais pas un cours d'histoire, mais c'est important de replanter le décor. Et pour être complet, sachez que le Rwanda a rompu il y a quelques mois déjà ses relations diplomatiques avec la Belgique, parce que la Belgique réclame et ose réclamer des sanctions internationales à son égard. Jérôme, malgré tout le décor qui n'est pas spécialement reluisant que je viens de planter, moi ce qui m'a marqué hier notamment, c'est l'échange entre les supporters belges. Ils sont nombreux, ils n'hésitent pas à afficher leurs couleurs. On a vu beaucoup de drapeaux belges alors que les relations diplomatiques sont scindées entre les deux pays. On a vu aussi une vraie harmonie, euphorie entre les supporters belges et les Rwandais sur place.
Oui, alors des Belges sur les championnats du monde, qu'on soit au Rwanda, qu'on soit en Australie, qu'on soit en Norvège, en fait, il y a des Belges partout, ce sont des vrais supporters de vélo et donc ils font le déplacement, même si ça coûte assez cher de se déplacer lorsque c'est loin. Mais c'est vrai qu'une nouvelle fois, il y a énormément de Belges et pas des Belges qui vivent au Rwanda, hein, ce sont vraiment des Belges qui ont fait le déplacement depuis la Belgique. Par rapport à cela, moi, mon sentiment, c'est que je n'ai pas l'impression que la population rwandaise soit en fait au courant de ce qui se passe avec la Belgique au niveau des relations diplomatiques. Franchement, à chaque fois qu'on s'est présenté comme Belge, il n'y avait aucun souci et on ne nous a absolument pas parlé de ça. Donc je n'ai pas l'impression que la population soit au fait de tout ce qui se passe entre les relations diplomatiques entre les Belges et les Rwandais. Maintenant que vous y êtes, sur place, et nous on voit ça évidemment d'un peu plus loin, mais on commente les courses, l'aspect sportif prioritairement, mais est-ce que, et c'est une question que je veux aussi poser à Kevin, à Cameron, à Gérard, est-ce que ces championnats du monde ont leur place au Rwanda ? C'est une belle question piège. Hein, merci. Ça, surtout, il y a les trois autres qui sont en train de se gratter la tête. Ouais. je dois y répondre en premier, mais clairement, vu le décor que vous avez planté, on ne peut pas accepter ça. Donc effectivement, il y a une certaine forme de mal-être, c'est un peu malaisant de venir faire des championnats du monde ici et de faire finalement la promotion de ce pays quand on sait ce qu'il s'y passe. Alors du côté de l'UCI, on invoque la neutralité du sport pour un peu se défendre. Bon, c'est un peu facile, mais c'est vrai que le sport s'est toujours présenté comme étant neutre. Moi, ça me laisse un sentiment un peu mitigé. Et je trouve que c'est difficile de se positionner parce que nous, en tant que médias, on joue le jeu aussi, on décide de montrer cette course, donc il faut pouvoir l'assumer. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a un accueil super chaleureux de la part des Rwandais et je pense que malgré tout, pour cette population, ça ne peut qu'apporter du positif. Donc moi, je préfère m'accrocher, me raccrocher à ça. Mais c'est clair que dans un coin de la tête, j'ai tout ça à l'esprit et qu'on ne peut pas accepter le tableau que vous avez dressé. Ouais. Et j'entendais Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, qui disait que le sport, ça sert à ça aussi dans un monde assez turbulent, dans lequel il y a pas mal de turbulences, des guerres un peu partout, la montée des extrêmes. Le sport sert aussi à ça, à penser à autre chose et à rendre le sourire aux différentes populations. Cameron, votre avis ? C'est vrai que c'est difficile, mais on a vu beaucoup de coureurs déjà qui n'étaient pas intéressés pour se rendre à ces championnats du monde. Donc déjà ça, c'était dommage. Et c'est une question que je voulais poser à Jérôme aussi. Mais comment ça se passe là-bas, donc les entraînements entre les courses, pour se préparer à la course? Parce que je pense que c'est Van Wilder d'ailleurs qui avait dit que qu'ils ne connaissent pas le code de la route là-bas. Donc je me demande comment ça se passe. Il y en a un, mais on ne l'applique pas. Donc ça doit être assez dangereux quand même de s'entraîner là-bas. Donc oui, pour des raisons de sécurité, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour ces championnats du monde. Après, c'est vrai que le CI veut faire plaisir à tous les pays. Mais oui, donc Jérôme, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose du coup au niveau de la sécurité pendant les entraînements. Alors, la première fois que je me suis mis au volant de ma voiture, on a une voiture de location ici qui d'ailleurs n'est pas vraiment une voiture de location parce que finalement c'est la voiture du comptable de la société de location parce qu'il n'y avait pas assez de voitures. Donc le comptable de la société de location nous a donné sa voiture. Bref, oui, ça sautait aux yeux en fait. Le trafic c'est hyper dangereux, c'est clair parce qu'il y a des voitures, il y a énormément de mototaxis, il n'y a aucun respect des priorités quand il y a un cédé le passage ou une priorité de droite. Les feux rouges, eux, sont heureusement respectés. Mais on s'est dit tout de suite comment les coureurs vont pouvoir s'entraîner dans ce trafic-là. Et en fait, c'est Serge Pauwels qui nous a apporté la réponse et visiblement les autres délégations ont fait pareil. Ils sont allés repérer des routes un peu plus éloignées du centre de Kigali pour être un peu plus tranquille et hors de la circulation. Parce que dès que vous faites en dehors de Kigali, il y a nettement moins de véhicules et on retrouve des routes tout aussi bonnes et moins engorgées. Et donc, c'est ce que font les coureurs, en fait. Ils vont un peu plus loin, ils sortent de Kigali, même jusqu'à 50, 60 km et ils vont s'entraîner là-bas.
Kevin, vous êtes journaliste comme Jérôme, comme moi-même, et on tente d'avoir notre esprit critique le plus éveillé possible. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mais c'est plus qu'une anecdote, il y a un journaliste de nos confrères de la VRT qui n'a pas pu embarquer dans l'avion, hein, parce que s'il avait embarqué de toute façon, on ne l'aurait pas laissé descendre de l'avion à Kigali. Et c'est un journaliste qui n'est pas un journaliste sportif, mais un journaliste qui suit l'actualité du Rwanda et qui est donc sur la liste rouge de Paul Kagame. Votre avis ? Mais oui, sur cette situation géopolitique, évidemment, vous l'avez dit, rien que l'illustration du fait qu'un journaliste belge n'ait pas pu prendre l'avion et se rendre là-bas, ça en dit long sur ce régime autoritaire au Rwanda. J'ai l'impression que le Rwanda utilise cette même carte de la com, comme voilà, des pays comme le Qatar ont pu le faire, comme l'Arabie Saoudite, des pays qui utilisent le sport pour se mettre en vitrine et communiquer. Le sport washing. Voilà, cette image pour essayer justement d'adoucir leur image aux yeux de la communauté internationale. C'est une ficelle qui est utilisée par de nombreux pays qui ont justement cette étiquette de régime autoritaire, totalitaire. Je me souviens aussi d'un événement qui avait marqué en tout début de saison. On sait que pas mal de coureurs n'ont pas souhaité faire le voyage. En tout début de saison, un coureur comme Søren Warenskjold a eu un véritable cas de conscience. En début d'année, il n'avait pas voulu se rendre autour d'Arabie Saoudite par rapport justement au régime en place. Ça, c'est un des rares qui a mis cet argument-là sur la table. Pour d'autres, c'était les vaccins, le déplacement, la chaleur. Lui, il a vraiment parlé de raisons éthiques. Voilà, et en toute transparence, il l'a divulgué dans les médias. Donc voilà, sans doute que parmi les coureurs qui étaient des candidats à ces mondiaux, il y a aussi cet élément qui a dû jouer, et pour les journalistes aussi, ça fait partie d'une réflexion globale, mais on le sait, il y a eu ces polémiques il y a encore quelques mois, en début d'année. On a parlé d'un plan B, de réorganiser ces mondiaux peut-être en Suisse, mais jusqu'au bout, l'UCI a maintenu l'organisation au Rwanda. Gérard, on termine avec votre parole de sage. Ma parole de sage, je suis en Belgique et pas au Rwanda. Et donc, on sait que l'UCI veut à tout prix internationaliser et que est toujours fort intéressé par le pot financier que peut mettre sur la table un organisateur de championnat du monde. Je pense que l'organisateur ici, local, a été aidé par Golazzo, par la société remarquable de Bob Verbeek, qui connaît très très bien l'Afrique centrale, puisqu'elle a commencé justement avec des athlètes noirs en athlétisme, avec le succès qu'on connaît évidemment. Non, pour moi, le championnat du monde ne devait pas se dérouler là. Et pour moi, qui ai l'habitude de dire que les absents ont toujours tort, je vais dire pour une fois que le vainqueur ne sera pas un vainqueur de vrai championnat du monde pour moi. Le nombre de coureurs qui n'y vont pas, que ce soit pour les vaccins, que ce soit pour le climat, que ce soit parce que le championnat du monde, pour moi, arrive trop tard dans l'année, fait en sorte que, pour moi, c'est un championnat du monde qui est dégradé. Jérôme. Et je vous interromps. Oui, allez-y. Ça n'enlève absolument rien à la victoire de Remco hier, parce que là, on a eu un plateau qui était le plateau auquel on devait s'attendre. Mais ça n'enlèvera rien à aucun des champions ou aucune des championnes non du plus, monde non de la plus. semaine qui s'ouvre, évidemment. Non plus, mais quand on voit que des gens comme Van Aert, comme Jorgensen, autres aussi, on pourrait en citer quand même beaucoup, ne sont pas présents, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vingegaard aussi, mais il sera là à l'Euro, semble-t-il. Donc il a préféré, lui, ne pas faire ce déplacement. Jérôme, on va vous laisser, parce qu'il y a du boulot, évidemment, du côté de Kigali. On doit s'attendre à quoi dans les prochains jours? Mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche. Je sais que vous bossez bien là-bas avec Bastien Delbas. Des reportages, de l'ambiance, mais aussi, on l'espère, quelques médailles en plus. Côté belge. Oui. Eh bien, écoutez, ce matin, on est allé dans un magasin de vélo à Kigali pour faire un petit reportage que vous allez pouvoir voir, notamment sur le compte RTBF Sport, sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. C'est en cours de préparation. Et puis, on espère évidemment encore quelques médailles. Je voulais juste vous laisser avec deux réflexions. Moi, je me disais que Tadej Pogačar va commencer tout de même à avoir une petite dent contre les Belges et les pavés, parce que il a été rattrapé par Remco sur les pavés ici, il a été lâché par Van Aert dans les pavés de Montmartre, donc c'est assez cocasse. Et puis juste déposer une réflexion aussi, on en parle souvent, mais est-ce que finalement Remco n'est pas un homme de course d'un jour? Je vais revenir avec ça. Alors certes, il a gagné, c'est vrai, un
tour. Mais encore une fois, il prouve ici que c'est un homme de championnat et c'est un homme de course d'un jour. Il n'y a rien à faire. Merci beaucoup Jérôme. Et là, il ne l'a pas préparé. Comment on dit merci beaucoup Jérôme dans le langage local? C'est pas prêt et je ne l'ai pas préparé non plus. Non, et bien lundi prochain, je vous le dirai. Allez, magnifique, on peut potasser un peu. Merci beaucoup Jérôme, bon boulot là-bas évidemment. Et Jérôme terminait avec cette réflexion que l'on a déjà souvent faite concernant la carrière finalement de Remco Evenepoel et ses qualités sur les courses d'un jour. On va donc se projeter sur la course de dimanche prochain. La course en ligne messieurs de 267,5 km, 35 ascensions. Remco Evenepoel parlait d'un petit Amstel Gold Race. On en est là sur le nombre d'ascensions en tout cas. 5500 mètres de dénivelé positif. Ça, c'est beaucoup plus que sur l'Amstel Gold Race. Et puis, on sera surtout toujours au-delà des 1400 mètres d'altitude, ce qui demande une recherche d'oxygène en permanence. Et pour retrouver un championnat disputé aussi haut, il faut remonter à 1995 lors des championnats du monde à Duitama en Colombie. Alors, est-ce le mondial, sera-ce le mondial dimanche prochain, le plus difficile de l'histoire? Peut-être, sans doute, je sais pas. Les coureurs font la course. Il y a un parcours qui est proposé qui est très très exigeant, ça c'est certain, avec un tel dénivelé. Il faudra voir à quel point la chaleur, le climat très particulier aussi aura un impact sur le peloton. Mais après avoir vu le chrono, avoir vu des coureurs du World Tour autant en difficulté, c'est une réflexion qu'on s'est faite avec Axel. On s'est dit mais il y aura pas beaucoup de coureurs à l'arrivée, c'est pas possible. En Colombie, il y a 30 ans tout rond, 95, il y a 30 ans tout rond, il y avait 20 coureurs. On avait un doublé espagnol Olano Indurain, 20 coureurs à l'arrivée. On peut peut-être s'attendre à un tel scénario dimanche prochain. Ce sera excessivement compliqué avec les répétitions des ascensions. Je ne sais pas ce que Gérard en pense, mais il n'y aura pas un énorme peloton à l'arrivée. Non, je ne pense pas non plus, vu aussi les conditions atmosphériques qu'il ne faut pas négliger sur une course aussi longue, évidemment. Mais je pense que... Parole célèbre de Jean-Luc Vandenbroek, que vous connaissez très très bien. Qu'on salue. Et qui dit toujours l'organisateur propose, mais les coureurs disposent. On va voir comment vont se passer les choses. Il y aura certainement une échappée avec quelques coureurs de petites nations. Je n'imagine pas, comme l'a dit Serge Pauwels, que la fameuse ascension à 104 km de l'arrivée soit décisive. Je pense que ce serait prétentieux cette fois-ci avec un parcours comme celui-là d'attaquer aussitôt, mais que le jeu des équipes de marque peut être très très important et faire en sorte que effectivement à partir de là on durcisse effectivement la course et que les équipes nationales soient un peu dépassées par ce jeu des équipes de marque. Mais c'est un fait que les coureurs maintenant durcissent la course, les courses de plus en plus tôt en fait dès le début de la course. Donc et pour moi aussi on va les voir arriver un par un à l'arrivée et il n'y en aura pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce mont Kigali, 5 km 900 à 6,9% de déclivité moyenne, le sommet du mont Kigali est situé à 104 km de l'arrivée. Et le sommet du mur de Kigali, le petit Paterberg local, 400 mètres pavé à 11%, est lui situé à 99 km de l'arrivée. Pauwels en a fait une zone stratégique, mais on est quand même très très loin. Et effectivement, l'an dernier à Zurich, on a vu Pogačar sortir, même s'il a répété que ce n'était pas sa réelle volonté à ce moment-là, sortir seul, d'abord avec Sivakov, puis seul, si loin de l'arrivée. Est-ce qu'on peut assister à un même scénario ici ? On sait que Pogačar n'a pas peur de partir loin. Il a gagné la plupart de ses grands succès de cette façon-là. On a parlé de son succès l'an dernier au championnat du monde à Zurich. Il a déjà gagné l'Estrade Bianche en partant de très 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 loin aussi. Mais va-t-il oser le faire d'aussi loin sur un tel tracé ? Parce qu'effectivement, il y a le mont Kigali, il y a le mur de Kigali, mais il y a encore toute une série de difficultés derrière. Dont celle empruntée hier dans... Voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a un solide programme. Donc oui, il ne faut pas être non plus... présomptueux. Voilà, exactement, parce que c'est vraiment du costaud et partir seul d'aussi loin ou même avec un petit groupe, ça semble démentiel. Cameron, est-ce qu'on a inversé, peut-être, suite à la prestation d'hier, la grosse prestation de Remco Evenepoel, la défaillance entre guillemets de Tadej Pogačar, est-ce qu'on a inversé un peu les étiquettes ? On a pris l'étiquette de favori de la course en ligne de Pogačar pour la mettre sur le dos d'Evenepoel et l'étiquette d'outsider d'Evenepoel pour la course en ligne et la mettre sur le dos de Pogačar.
Non, pour moi, Pogačar reste l'ultime favori. Après tout ce qu'il a déjà montré cette saison, enfin, il a montré que c'était lui le meilleur grimpeur du monde. Ici, donc, c'est vrai que, comme on le disait, il est ressorti un peu plus... mentalement, il était un peu plus affecté après le Tour de France. Il a dûu décompresser un petit peu. Puis, il a été malade ici avant Québec, ouais. le Canada. Et la première course, il n'était pas... c'était pas le Pogačar qu'on a l'habitude de voir. Et je me demande aussi si c'était le Pogačar qu'on a l'habitude de voir, est-ce qu'il aurait attendu McNulty ou pas? Moi, je pense que non. Il s'est peut-être dit, en attendant, c'est quand même un peu plus sûr d'arriver, de gagner. Mais bon, ça reste Pogačar et c'est un parcours qui lui convient parfaitement et c'est le meilleur grimpeur. Donc pour moi, il reste quand même l'ultime favori. Gérard, vous évoquiez, et l'an dernier à la même époque, dans ce même studio, on avait évoqué évidemment, et c'est de tradition avant un championnat du monde ou un championnat d'Europe, les potentielles sous-couches de jeux d'équipe. On a les équipes nationales et puis évidemment, on a peut-être une deuxième lecture de la course avec ce qui peut se passer entre les équipiers, du moins les coureurs qui sont équipiers pendant la saison traditionnelle. J'ai fait un petit relevé par rapport à la liste qui nous a été fournie des partants. Les coureurs UAE qui sont présents, qui seront présents dimanche dans la course en ligne. Alors il y a évidemment les deux Slovènes, Pogačar et Novak, mais aussi sur la start list, l'Australien Vine, le Français Sivakov, on se souvient de l'échappée l'an dernier de Sivakov avec Pogačar, le Mexicain Del Toro, qui a fait un bon chrono, 4e, le Suisse Jan Christen, l'Espagnol Soler, les Portugais Morgado et Oliveira, le Belge Vermersch aussi, et ça nous fait un total de 10 coureurs UAE avec Pogačar et Novak, et je n'ai pas cité Ayuso, ça fait 11, mais ça m'aiderait quand même de voir un jeu d'équipe, une sous-couche de jeu d'équipe entre Ayuso et Pogačar vu le contexte, en sachant que McNulty, Almeida, Wellens ne sont pas là. Est-ce qu'avec ces coureurs-là, on peut imaginer effectivement un sous-jeu d'équipe en l'avantage de Pogačar? Mais il ne faut pas l'imaginer, il y aura un jeu d'équipe et il y aura d'autres équipes qui joueront ce jeu-là aussi. Est-ce que c'est encore réaliste d'avoir une équipe nationale seulement 2 fois par an, avec ce que l'on a mis sur pied aujourd'hui comme internationalisation des équipes? Prenez toutes les équipes belges, est-ce que l'on parle encore véritablement d'équipes belges? Non, au niveau professionnel. Donc, est-ce que ça a encore une vraie valeur? Si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, à Imola, si on regarde ce qui s'est passé aux avant-derniers Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a vraiment eu un jeu d'équipe ou un jeu d'équipe de marque? Un jeu d'équipe de marque. Je pense que le dernier qui a vraiment joué le jeu correctement pour son équipe nationale, c'est à Paris, et c'est Wout van Aert, qui a l'habitude de jouer ce jeu-là d'ailleurs, et qui parfois le regrette un tout petit peu par après pour d'autres raisons. Mais voilà, il faut prendre ses responsabilités. Donc moi je pense que, comme l'a dit Cameron, Pogačar reste Pogačar, il sera dangereux dimanche. Mais est-ce qu'il a besoin, lui, de tout ça, d'un sous-jeu d'équipe, finalement, avec son statut, avec sa condition, avec son talent? Il n'a sans doute pas besoin, mais il a l'envie de porter encore le maillot de champion du monde. L'année prochaine, ça sera un parcours qui lui reste favorable. Il a envie, comme Remco, d'en faire 4 de suite, de lui aussi en faire 4 de suite, parce qu'on se souviendra que Sagan en a fait 3. Et donc, voilà, ce sont des envies. Et donc... ce dont je suis certain, c'est qu'on va avoir au départ un Tadej Pogačar qui est moins en confiance que ce qu'il n'était l'année passée, à cause des problèmes de fatigue à la fin du tour, à cause d'une petite maladie, à cause du fait qu'il est confronté à un climat, vous me direz c'est la même chose pour tout le monde, mais qu'il ne connaît pas bien et auquel il n'est pas sans doute, il n'a pas la préparation des autres années. Et donc voilà, je pense que si à un certain moment on joue un jeu d'équipe, on pourrait très très bien retrouver dans une grosse échappée 2 de ses équipiers et que lui sorte derrière et que, comme l'a fait pendant
une toute petite période l'année dernière, Sivakov, qu'on ait un Jay Vine, par exemple, ou un Del Toro qui se mettent à plat ventre pour le leader et qui, même dans la finale, on ne sait jamais ce qui peut se passer, jouent leur propre chance. Alors derrière Pogačar, on a quand même une liste de candidats potentiels sur ce parcours-là. Je vais vous en citer quelques-uns, mais la liste n'est évidemment pas exhaustive. Evenepoel, on va commencer par lui. Carapaz, Skelmose, Alaphilippe, Illy, Del Toro, Arensman, Simmons, l'américain, et puis il y a quelques duos intéressants, le duo australien Vine-Hindley, le duo espagnol Ayuso-Romeo, le duo britannique Pidcock-Hanley, le duo suisse Hirschi-Kristen, il y a même 2 Kristen pour le prix d'un dans la sélection suisse, et puis il y a le duo italien Ciccone-Pellizzari qui a confirmé sur la Vuelta tout le bien que l'on pense de lui. Donc il y a de quoi faire, et Pogačar, il devrait aller chercher son maillot. Oui, on a vu un Jay Vine très en forme hier au chrono. Mais coureur UAE, je referme la parenthèse. Un Del Toro qui a gagné 4 fois. Oh, coureur UAE, je referme la parenthèse. Qui a gagné 4 fois la semaine dernière. Ciccone qui a montré qu'il était en pleine forme aussi. Des Carapaz qui s'entraînent en altitude chez lui tout le temps. Il nous a montré aussi qu'il c'était aux Jeux Olympiques. Sur un parcours un peu similaire qui était très fort. Donc oui, on attend quand même il y a quand même une grande concurrence et ouais, on s'attend à du beau spectacle quand même. Ça peut donner ce qui s'est passé sur le chrono et le fait que Pogačar ait été dominé quand même par 3 coureurs dépassés par Evenepoel. Est-ce que ça peut donner un adjuvant moral à tous ses adversaires pour dimanche prochain ? Oui, il y a aussi un côté bête blessé pour Pogačar. Alors oui, c'est sans doute plus le Pogačar du début de saison, du printemps et du début du Tour de France et de ce tour qu'il a gagné pour la 4e fois de sa carrière. Il a été un petit peu malade, Gérard en a parlé. C'est juste logique, il est humain. Il a déjà 16 succès, je pense, cette année. C'est très très impressionnant. Une saison complète qu'il a commencé même avant l'Estradé avec le Tour aux Émirats. Donc il a gagné partout depuis le début de saison. Est-ce que le scénario du chrono va le booster ou le toucher finalement? Quelle sera la réponse dimanche? Mais Pogačar est redoutable à chaque fois. Donc, et ce maillot arc-en-ciel, il veut le conserver et prolonger justement ce règne. Donc oui, Pogačar sera sans doute la plus grande menace pour Remco, mais n'oublions pas tous les autres. Même s'ils sont étiquetés UAE, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un championnat du monde. Et dernière chose, les championnats du monde se disputent sans oreillettes. C'est aussi important de le rappeler. Et on vous le rappellera pendant le direct de la course en radio, en télé, parce que pour lire la course, pour la comprendre, il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'oreillettes sur les championnats du monde. Avant de se quitter, un petit prono. Ah Gérard, vous nous avez promis de perdre, alors faites en sorte de perdre, vous faites en sorte que quelqu'un d'autre gagne, pour le dire autrement. Un petit prono sur la course messieurs et un petit prono sur la course dames. On va commencer par la course messieurs et je veux d'abord le 3e, le 2e et le 1er. Il n'y a rien à gagner. Alors j'ai promis. Cachez votre joie. Vous avez dit que j'étais joueur, je vais donc jouer. Je vais dire 3 Pidcock à 30 secondes des 2 premiers et au sprint, victoire de Del Toro sur Carapaz. Oula, ah oui, je m'attendais pas à ça. Ok. Moi non plus. Il est joueur. 1 Del Toro, 2 Carapaz, 3 Pidcock. Là, franchement, c'est un podium qui me plaît parce que ça sort de l'ordinaire. Kevin Papen. Eh bien, moi, je vais le faire dans le sens inverse. Je pense à Pogačar. Il va aller reconduire son titre et on va le retrouver, je pense. Il assure, Kevin, vous voyez. J'ai l'impression qu'on peut s'attendre à une belle réponse de Pogačar. Un match, c'est 2 mi-temps. La première mi-temps, Remco l'a gagné. Voilà, je m'attends à quelque chose et à un réveil du Slovène. Une prolongation sur l'Euro, alors. Ben, on verra en France. Mais oui, Pogačar, pourquoi pas. Et puis Carapaz et Isaac Del Toro m'a vraiment impressionné hier. Ce Mexicain de 21 ans est vraiment un jeune talent qui à l'aube d'une très très belle carrière et je pense qu'il est déjà très très bien dans cette fin de saison pour briller dans ce mondial. 1 Pogačar, 2 Carapaz, 3 Del Toro. Cameron. Moi, je prends jamais trop de risques. Je rappelle que vous avez gagné le concours de pronos des classiques. Donc ouais, il y a quand même... Vous pouvez rappeler. Oui. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui brille sur une longue période ou est-ce que vous êtes une femme de championnat? On va voir la réponse. On verra. Donc, moi, 3, je dis Carapaz. Il est quand même sur les 3 podiums.
Ouais, Oui. c'est vrai. 2 Remco et en premier Pogacar. Allez, Pogacar, Evenepoel, Carapace. Et de mon côté, puisque j'aime jouer aussi, et je n'invente rien, c'est écrit sur mon petit papier, en 1, Carapace, en 2, Evenepoel, en 3, Pogacar. Et Carapace, il se retrouve donc non pas sur 3, mais sur 4 podiums, sur nos 4 podiums. Il revient en forme, 3e du Tour du Luxembourg, il est habitué à l'altitude. C'est un homme de championnat, vous le disiez, Cameron, vainqueur des Jeux Olympiques en 2021. Il a terminé 3e du Giro, et puis il a disparu. Et c'est sans doute bien préparé en altitude sur les montagnes d'Équateur. Du côté féminin, on va inverser les rôles. On commence par Cameron. On commence encore par la 3e. Allez, allons-y, oui. Ok, donc Niwa-Doma, 3e. Vollering et Pauline Ferrand-Prévot. Ah, Pauline Ferrand-Prévôt qui a loupé son avion. Du moins, si elle arrive, elle arrive bien. À mon avis, elle va arriver. Pauline Ferrand-Prévôt devant Vollering qui donc échouerait 2 fois sur le podium sans médaille puisqu'elle est montée sur le podium du contre-la-montre. Et Niwa-Doma, l'ancienne lauréate du Tour de France, 3e. Kevin. Eh bien moi, à la 3e place, je vois bien cette éternelle Anna van der Breggen qui a 35 ans est toujours là, l'ancienne championne olympique qui avait arrêté sa carrière et qui revient. Elle était encore sur le podium du chrono hier, 2 fois championne du monde. Et avec les Pays-Bas, oui, elle sera dans le coup, je pense. Van der Breggen, Vollering à la 2e place. Et puis, oui, Ferrand-Prévot parce que c'était pas prévu et finalement, elle a quand même décidé d'y aller à ce championnat du monde. Elle sort d'une saison incroyable en revenant sur la route, en gagnant Roubaix, le Tour de France. Voilà, si elle se rend à Kigali, c'est qu'elle a vraiment une idée derrière la tête. Gérard Bulens. Bonne question. Vous avez le temps de préparer, hein. Vous aviez l'intitulé du devoir hier soir déjà. Oui, bien sûr. Je l'ai vu ce matin. 3 Reusser, 2 Vollering, 1 Van der Breggen. Donc la mamie Van der Breggen, tout le respect qu'on a pour elle, évidemment. Ça sera une course relativement dure, on l'a dit. C'est aussi une revenante. Hein. Et c'est une revenante, forcément, mais avec le résultat qu'elle a fait hier, on peut dire qu'elle est revenue. Hein. Et puis de mon côté, je vais jouer gros. 3e place, parce qu'il faut un peu de Belge, Justine Guesquier. Voilà, on ne sait jamais. Ancienne meilleure grimpeuse du Tour de France, championne de Belgique en titre, en l'absence de Lotte Kopecky, c'est elle la leader de l'équipe. 3e, Justine Guesquier. 2e, Pauline Ferrand-Prévot, qui se retrouve donc... Ah ben non pas sur les 4 podiums, puisque Gérard ne l'a pas cité, mais sur 3 des 4 podiums. Et la lauréate, Demi Vollering, voilà, qui n'a jamais été championne du monde et qui, et ça peut jouer à peu de choses, en tout cas toutes les qualités sur ce parcours pour aller chercher un premier maillot arc-en-ciel chez les professionnels. Merci Cameron Van Den Broek, merci Kevin Papen, merci Gérard Bulens. On se retrouve toute la semaine pour les commentaires, les résultats en radio, en télé, sur le web évidemment, et on se retrouve lundi prochain pour un podcast débrief évidemment, podcast vidéocast débrief de la course en ligne, des courses en ligne, dames et messieurs. Merci à Delphine Canon et à Christian Mazu en régie, merci à Jérôme Elguers qui était tout à l'heure en direct du Rwanda. On connaît nos classiques à retrouver sur Ovio, sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Ciao.